Je voudrais que nous passions à un thème connexe, parce que l'heure tourne malheureusement très vite, comme toujours dans cette émission. L'esclavage. Parce que une partie... Enfin, le ressentiment important et le sentiment d'injustice qui touche une partie importante de la communauté africaine aux États-Unis et puis même un peu en France aussi maintenant, vient d'une présentation de l'histoire assez particulière. Et cela a aussi d'ailleurs un effet sur les Blancs que l'on culpabilise. On a vu aux États-Unis des vidéos où des Blancs s'agenouillaient face à des Noirs pour leur demander pardon pour ce que leurs ancêtres auraient fait. Je parle de l'esclavage, etc. Donc il y a une instrumentalisation de l'histoire autour de la question de l'esclavage qui mène à une excitation, une rancœur, et une envie de vengeance d'un côté, et puis de l'autre côté à un effondrement moral, j'allais dire, et quasiment une sorte d'ethnomasochisme. Voilà. Et c'est pour ça que je voudrais que nous rappelions certaines vérités autour de cette question de l'esclavage, qu'on a tendance à présenter un peu trop en noir et blanc, si j'ose dire. Arnaud Raffard de Brienne, je rappelle que vous avez écrit un petit livre de synthèse très intéressant, très bien fait, qui s'intitule « La désinformation autour de l'esclavage ». C'est paru chez l'Atelier Folfer. Oui, écoutez, je vous laisse la parole. Pouvez-vous nous rappeler quelques vérités importantes ou inversement démonter quelques croyances erronées sur cette question de l'esclavage? Quelques vérités importantes, parce qu'effectivement, l'actualité est en lien indirect, mais en lien quand même avec cette espèce de rancune exacerbée, de demande de dédommagement à certains moments. Alors, c'est pas le cas dans l'actualité immédiate, mais c'est latent. Il y a effectivement des associations qui se prétendent d'anciens, de fils et petits-fils, etc., d'esclaves, qui réclament des dédommagements par milliards, qu'ils obtiendront peut-être un jour. C'est latent aux États-Unis, c'est latent dans notre pays aussi. Dans tous les pays qui ont un passé qui est lié à la traite des esclaves. Mais je voudrais rappeler simplement que ce que j'ai voulu prouver dans ce petit livre, c'est que l'esclavage déjà est consubstantiel à toutes les civilisations. Toutes les civilisations, depuis les Sumériens, etc., ont pratiqué l'esclavage. Il n'y a pas une civilisation qui puisse, la Chine, etc., enfin, pas une civilisation, les Arabes surtout, puissent dire à un moment donné, oh, nous, on n'a jamais pratiqué l'esclavage. Ça n'est pas vrai. Donc, j'ai voulu simplement me dire que la traite transatlantique, la traite triangulaire, celle qui nous concerne, n'est qu'un moment dans l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire du monde. Elles ont duré, en gros, les traites transatlantiques européennes, en gros, c'est du 15e au 19e siècle, pour faire simple. Mais quand elles ont débuté, il faut quand même savoir que depuis 8 siècles déjà, auparavant, les traites arabo-musulmanes et africaines existaient. Elles ont toujours existé. En fait, la traite transatlantique est venue se greffer et profiter d'un système et de circuits commerciaux bien établis. Donc ça, c'est une première vérité qu'il faut rappeler. Numériquement, c'est un peu affreux, les comptabilités, quand on est sur les morts, etc. C'est toujours un peu affreux, mais il faut quand même parler des chiffres. Elle a été très importante. La traite transatlantique européenne, c'était quand même 11 millions de personnes au total sur les 4 siècles, sur la période. Mais les traites africaines sont dénombrées par les historiens les plus sérieux à hauteur de 14 millions. Et les champions du monde, donc les traites arabo-musulmanes, de 17 à 18 millions d'Africains et d'Européens. On l'oublie trop souvent, je peux en toucher 2 mots quand même. Oui, et attendez, donc, alors... Aujourd'hui... Oui, excusez-moi Arnaud Raffard de Brienne, quand vous parlez de 11 millions de personnes pour la traite transatlantique, est-ce que vous incluez aussi les Blancs? Parce qu'il ne faut pas oublier que de nombreux Blancs se sont retrouvés esclaves aux États-Unis et dans les îles. J'ai retrouvé des chiffres dans le livre journal de la France courtoise du regretté Serge de Beketch. En 1640, dans les plantations de canne à sucre des îles de la Barbade, 21 700 Blancs sont recensés sur les 25 000 esclaves de l'île. 21 700 Blancs sur 25 000 esclaves. Et de 1609 à 1800, près de 2 tiers des Blancs arrivent en Amérique comme esclaves. Est-ce que vous les comptez dans les 11 millions Je les compte dedans, mais ça fait quand même des chiffres énormes, 11 millions. Ah oui. Ils sont comptés dedans, mais vous faites très bien de rappeler qu'au début du processus des traites transatlantiques européennes, donc les triangulaires comme on les appelle, il y avait autant de blancs que de noirs. C'est très important parce qu'on l'a occulté par la suite pour des raisons idéologiques, mais il y avait tout à fait autant de blancs, voire plus à certains moments, sous contrat d'ailleurs, certains sous contrat. Ils partageaient la même vie, le même sort très frugal et très, très, très pauvre. Ceci dit, n'oublions pas quand même
que les propriétaires d'esclaves avaient tout à fait intérêt à ce que ceux-ci vivent et soient plutôt en bonne santé. N'oublions pas que c'était quand même une machine de production, entre guillemets, c'était leur garantie de prospérité. Donc, ça, faut jamais oublier ce paramètre-là. Le message important, c'est vraiment que ça n'a été qu'à un moment. Il y a eu de l'esclavage des milliers d'années avant et il y en a eu après jusqu'à récemment. Je ne suis d'ailleurs pas garanti qu'il n'y en ait pas toujours actuellement. Si, nous allons y venir. Bon. Nous y viendrons. Oui. Voilà, donc ça c'est la première réflexion qu'on peut faire sur l'esclavage. C'est une relativisation de notre culpabilité, entre guillemets. Et quand on voit une Christiane Taubira, j'aimerais quand même dire un mot de sa loi. Bon, il y a eu sa loi sur le mariage homosexuel, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est une militante indépendantiste extrémiste, membre du mouvement créé par son mari, qui était un mouvement réputé violent. Donc déjà, l'intégrer dans un gouvernement français, on peut se poser des questions. Elle a démissionné 3 ans et demi plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est la loi du 10 mai 2001 qualifie de crime contre l'humanité uniquement la traite transatlantique. Mais c'est précisé j'ai relu la loi, c'est précisé. On ne parle on veut pas parler des autres. Alors, effectivement, quand elle a été interviewée, elle a dit, mais vous oubliez quand même qu'il y a eu d'autres esclaves et en nombre, etc. Elle a répondu dans l'Express du 4 mai 2006, c'est afin que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Nous, on peut porter le poids de tout ce qu'on veut. Oui. Mais voilà. Et alors, avant cette loi-là, une semaine avant, un peu plus d'une semaine avant, 3 mois avant, pardon, il y avait une décision de Jacques Chirac qui avait obtenu l'abrogation de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 qui osait mentionner le rôle positif de la colonisation. Donc c'est encore Chirac, Chirac, Taubira, bon, c'est voilà. Donc en 3 mois de temps, on interdisait d'évoquer dans l'article 4 de la loi du 23 février, on interdisait d'évoquer le moindre rôle positif de la colonisation. Il n'y en avait pas, c'était que du négatif. Et 3 mois après, on faisait une loi pour rappeler les méfaits de la traite occidentale uniquement. Donc voilà, ça c'est comme des raccourcis qui sont intéressants pour montrer par qui on a été dirigé quand même pendant quelques décennies et pourquoi on en est là aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Voilà un petit peu ce sont de bons rappels. Est-ce qu'on peut dire 2-3 choses encore sur l'esclavage aux États-Unis même, avant de parler du reste, toujours en lien avec la traite transatlantique. Est-ce qu'on peut rappeler que des Noirs possédaient eux aussi des esclaves et que l'un des premiers propriétaires d'esclaves aux États-Unis, l'un des premiers, fut un Noir, Anthony Johnson, qui avait d'ailleurs des serfs blancs. Oui, parce qu'avant que le statut d'esclave soit officialisé, il y avait des serviteurs sous contrat, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, cet homme qui... Je redonne le nom, vous pouvez ensuite faire vos recherches vous-même sur Internet, chers auditeurs. Anthony Johnson fut l'un des premiers propriétaires d'esclaves aux États-Unis. Il était noir et il avait aussi des serfs blancs. Voilà. Et au moment de la guerre un autre chiffre intéressant, au moment de la guerre de sécession, seuls 4,8% des blancs des États esclavagistes, 4,8% des blancs possédaient des esclaves. Voilà. Donc c'est quand même très minoritaire. Mais par contre, maintenant, tous les blancs sont coupables et tous les blancs doivent payer. Alors tout ce qui a été Olivier Pierre-Santini est très intéressant. Alors vous savez Thibault que j'ai beaucoup d'affinités avec un pays qui s'appelle le Bénin aujourd'hui et qui du temps de la colonisation française et même avant était un royaume très puissant qui s'appelait le Dahomey. Voulant dire roi, aimé, pays en dialecte fon. Pays des rois. Et alors ce pays donc était à l'époque, avant la colonisation, un des royaumes les plus puissants d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest en particulier. Et effectivement, il y avait comme une forme de pacte en fait avec les trafiquants d'esclaves. Il y a eu ceci pendant toute la période où il y a eu non pas une forme de colonisation mais une forme de commerce. De différents types, avec les Portugais qui ont implanté des forts, entre autres un dans la ville de Ouida, qui était la porte où aujourd'hui on a érigé la porte du non-retour parce que c'était le lieu de départ effectivement des esclaves qui partaient définitivement pour l'Amérique. Et les rois, si vous voulez, en tout cas certains rois du Dahomey ont été particulièrement actifs dans ce trafic d'esclaves. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui livraient des esclaves aux trafiquants. Et j'invite le public à visionner un film vraiment magnifique de Werner Herzog qui s'appelle Cobra Verde et qui raconte l'histoire d'Isidore de Souza,
qui est campé dans le film par le très grand acteur Klaus Kinski, et on voit à quel point le roi Gézo, qui était le roi du Dahomey à l'époque, lui livrait carrément en main des esclaves. Pourquoi? Parce que ces royaumes étaient des royaumes multiethniques et qu'il y avait, je dirais, des problèmes interethniques avec des ethnies dominantes et des ethnies qui étaient mal considérées, qui souvent étaient rebelles, et certains rois du Dahomey, mais d'autres royaumes également, n'hésitaient pas donc à livrer, je dirais, un certain nombre d'esclaves aux trafiquants. Et alors, je voudrais préciser sur la traite arabo-musulmane. En plus, la traite arabo-musulmane est d'une autre nature que la traite négrière occidentale. Pourquoi? Parce que la traite négrière occidentale, qui est évidemment épouvantable, on n'est pas là pour... Mais enfin, elle était basée sur le travail. La traite arabo-musulmane, enfin, souvent, on essayait de prendre de jeunes garçons comme eunuques ou comme esclaves, voire esclaves sexuels ou autres, et beaucoup ont été émasculés. Ouais. Et beaucoup sont morts. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique latine, un grand nombre de communautés noires qui ont vécu et qui, aujourd'hui participent à la vie de ces pays. Vous voyez beaucoup moins de morts, effectivement, dans le monde arabe, alors que la traite a été plus importante, tout simplement parce que la plupart mouraient. Et alors, le dernier point que je voudrais dire, c'est que en Occident, il y a toujours eu une très mauvaise conscience vis-à-vis du trafic d'esclaves. Dès le début, il y a eu des voix qui se sont élevées contre cela, et des voix qu'on connaît, évidemment, Montesquieu, etc. Vous vous rendez compte quand même que l'esclavage est aboli donc en Europe et aux États-Unis depuis maintenant 170 ans. L'esclavage a été aboli en Arabie Saoudite en 1971, je crois. Vous voyez, et on a vu malheureusement il y a 3 ans ces images lamentables d'un marché aux esclaves en Libye. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, quand on parle de racisme en France et qu'on assiste à ce qu'on voit, vous savez que dans certaines villes d'Algérie aujourd'hui, les Noirs sont interdits de transport en commun. Vous voyez, par des décrets municipaux. Oui, ouais, d'accord. C'est autre chose. C'est encore un autre thème. C'est autre chose, mais enfin, ça révèle quand même un certain rapport avec, je dirais, d'autres communautés, une façon de voir le monde qui est différente des pays comme les pays occidentaux, qui sont des pays extrêmement ouverts et où le racisme est finalement très minoritaire, on va dire. Oui, Arnaud Raffard de Brienne, allez-y. Oui, je peux ajouter simplement un détail important. Enfin, c'est pas un détail d'ailleurs, c'est dans le fonctionnement de ces traites esclavagistes. Pour faire très simple, l'Africain, le noir africain, donc le subsaharien, était quelque part le producteur. C'est-à-dire qu'il rasiait ses propres congénères du village d'à côté. Il abattait ou massacrait tous ceux qui résistaient ou n'étaient pas assez forts. Bon, c'était le producteur. L'arabo-musulman était le négociant, à usage interne, mais également à titre de commercial, entre guillemets. Ils vendaient, donc, et les Occidentaux achetaient. En fait, des razzias, les Blancs, pour parler simplement, les Blancs, les Européens, n'ont pratiquement, ils ont rasié moins de 2%. Des esclaves déportés étaient rasiés, et notamment uniquement les Portugais, et au début de la traite transatlantique. Donc c'est vraiment très marginal. Il n'y a que les Portugais qui ont fait des incursions dans le continent africain, et qui rasient eux-mêmes. Tout le reste, c'est du négoce côtier. Faut pas oublier, ils traitaient soit directement avec les rois, les dirigeants subsahariens noirs, soit avec les arabo-musulmans. Donc faut bien remettre chacun à sa place. Et alors le mythe d'un esclavage arabo-musulman plus doux, là, ça a été colporté. On se dit oui, mais c'était pas du tout la même façon, ils étaient mieux traités, etc. C'est bien entendu absolument faux. C'est le contraire même. C'est même le contraire d'ailleurs. Voilà. Et alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que le jour de commémoration annuelle décrété par Chirac, il tombe le jour de la loi sur reconnaissant la traite négrière comme crime contre l'humanité, mais uniquement transatlantique. Ça tombe le 10 mai. Donc le 10 mai est aussi le jour de la mémoire, on va dire, de l'esclavage. Mais j'observe que ce n'est pas un jour de commémoration ni pour l'Égypte, ni le Mali, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Congo, l'Éthiopie, le Soudan, la Mauritanie, j'en passe, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là ne font pas repentance. L'Inde non plus, le Pakistan, la Chine, le Brésil. En fait, on s'aperçoit que c'est l'homme blanc décadent, l'Européen décadent qui se flagelle et qui est le seul à expier perpétuellement les fautes présumées de ses ancêtres.
Mais les autres nations, la Chine s'embarrasse pas du tout de ce genre de... Je sais s'ils ont été grands pratiquants devant l'Éternel de l'esclavage, ils s'embarrassent pas du tout de ce genre de considération. Ce qui est important, c'est de noter cette espèce de soumission de l'homme blanc, cette espèce d'affaissement, d'affaiblissement de l'homme blanc qui aujourd'hui se bat la poitrine ou la poitrine de son voisin sur des crimes réels ou supposés de ses aïeux. C'est important de oui, on ne recontextualise pas les choses à l'époque, alors qu'aujourd'hui on peut parler d'une forme de quasi-esclavage quand on parle par exemple des ouvriers pakistanais ou bangladais qui travaillent dans les royaumes du Golfe. Combien de milliers sont morts sur les chantiers de cette fameuse Coupe du Monde honteuse au Qatar, dans la chaleur épouvantable, sans aucune assistance. Alors on est dans une forme de quasi-esclavage. Aujourd'hui, dans ce monde ouvert, cette mondialisation heureuse qu'on nous a vendue, on tolère ça. Oui, mais alors vous savez, Olivier Piersantini, pardon, qu'il y a aussi aujourd'hui encore de l'esclavage en Europe occidentale, hein, et un esclavage probablement le plus sordide, le plus ignoble. C'est l'esclavage sexuel des jeunes filles. Oui, voilà. Oui. Oui. Alors aux Pays-Bas, c'est le grand quotidien Algemeen Dagblad, pardonnez mon accent, qui rapporte ça. Aux Pays-Bas, chaque année, 1400 filles mineures sont victimes d'esclavage sexuel. Abusées, forcées à se prostituer par des jeunes proxénètes immigrés. C'est le grand quotidien qui dit ça. Donc je vous passe les détails, mais c'est particulièrement ignoble. En Angleterre, il y a une affaire qui a quand même fini par s'ébruiter, mais après des années et des années, dans la seule ville de Rotherham, dans cette seule ville, 1400 mineures blanches, 1400, ont été violés par des criminels pakistanais et qui eux-mêmes ont été protégés par les autorités. Donc ça s'est passé entre 1997 et 2013, à Rotherham, dans le nord de l'Angleterre. 1400 enfants mineurs, 1400 filles, dont les plus jeunes avaient 11 ans, ont été mises sous la coupe de gangs, de bandes pakistanaises, ont été violées, traumatisées. Ensuite, on les a fait chanter avec des vidéos et on les a, on les a prostituées. Voilà. Après, parfois des viols collectifs, etc. Évidemment, de nombreux coups, des menaces sur la famille. Enfin, c'est quelque chose d'ignoble. Et alors, il faut signaler que les médias se sont tus et que la police a aussi fermé les yeux pendant des années et des années, en refusant d'enquêter, malgré les nombreuses plaintes et les rapports officiels. Donc, c'est en véritable. Là, il y a véritablement eu un racisme systémique envers ces jeunes Anglaises. Le professeur Alexis Jay notait que la police, je cite, a considéré un grand nombre de ces victimes avec mépris, et certains fonctionnaires complices de ces criminels ont, je cite encore, fait part de leur nervosité à identifier les origines ethniques asiatiques des auteurs présumés, de peur de passer pour racistes. Voilà. Donc l'esclavage sévit encore en Europe, et le pire qui soit, et il n'est pas le fait de blanc. Voilà, si on veut parler un petit peu de l'actualité, et pas de ce qui s'est passé supposément il y a 500 ou 1000 ans. Je voudrais, Arnaud Raffard de Brienne, alors on en a à peu près fini sur la traite transatlantique, il y a peut-être quand même une chose à signaler aussi, c'est l'un de vos derniers chapitres, histoire qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Dans la traite transatlantique, certains ont eu un rôle important parmi les propriétaires de bateaux. Oui. On a oublié, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde, et il faut que chacun soit reconnu à sa juste valeur. On peut mentionner le rôle important dans la traite esclavagiste, qui était un négoce pour eux parmi tant d'autres. Donc ça, c'est attesté par tout un tas de preuves. Il y a eu des dynasties. Et donc, effectivement, il y a eu tout un tas tout ça est attesté, puisqu'il y a des actes de propriété, d'achat, de vente, le nom des armateurs, etc. Donc, on va dire qu'ils, s'ils n'étaient pas seuls, en tout cas, ils y étaient très, très bien représentés. C'était un négoce relativement lucratif, pas tant que ça d'ailleurs, mais enfin qui était finalement un bon négoce. Et aujourd'hui, les Serge Beketch avait écrit des choses très bien là-dessus. Et que j'ai conservé, j'ai fait des recherches, effectivement, on a le nom des armateurs, c'est impressionnant par moment. Bon, alors il faut partager un peu, partageons un peu la culpabilité. Voilà, faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Il faut, Olivier Piersantini, alors il nous reste que quelques minutes, vous avez commencé à évoquer ça, la traite des Blancs, oui, parce que donc les Blancs ont été victimes d'esclavage vers les États-Unis, en particulier les jeunes
pauvres des campagnes anglaises et irlandaises. Les enfants étaient kidnappés, raflés dans les campagnes et envoyés aux États-Unis. C'était horrible. Ah oui. Mais rappelons aussi, et un chiffre qu'il faut garder en tête, chers auditeurs, que du 9e au 19e siècle, environ 2 millions d'Européens de l'Ouest, je ne parle que d'Européens de l'Ouest, hommes, femmes et enfants, ont été capturés par les musulmans, les arabo-musulmans, et réduits en esclavage. Voilà. Donc pendant des siècles, de nombreux hommes capturés, ça dépendait des périodes, mais pendant de nombreux siècles, de nombreux hommes capturés, comme vous l'avez dit, ont été castrés. Opération qui entraînait la mort d'une grande partie d'entre eux. Voilà. Quant aux femmes et aux enfants, je préfère ne pas donner de détails sur le sort qui leur était réservé. Voilà. Et les barbaresques, je termine simplement, les barbaresques terroriseront la Méditerranée et ses rivages, jusqu'en 1830 à peu près. C'est pour ça que la France est intervenue en Algérie. Mais ils séviront aussi en Atlantique jusqu'aux côtes anglaises. Vous connaissez l'origine du drapeau corse, en fait. Arnaud Raffard de Brienne, allez-y. Oui. Non, je disais simplement les razzias sur les littoraux italiens, français, espagnols, la Sicile, la Corse. On voit d'ailleurs, alors le nom m'échappe, on voit d'ailleurs toutes ces petites tours quand on visite la Corse. Les tours génoises. Perchées de sur... alors. Les tours génoises. Oui. À propos de la Corse, Olivier Piaçantini, le drapeau corse, comme d'ailleurs le drapeau sarde, c'est une tête de Maure, mais en fait, le drapeau corse, on a relevé le bandeau parce qu'en réalité, c'était une tête coupée à l'origine, et le bandeau était sur les yeux parce qu'en fait, la Corse, effectivement, n'avait de cesse avec ses tours génoises, le chapelet de tours génoises qui faisait le guet, de se prévenir des incursions des barbaresques, comme Thibault l'a fort bien dit, qui étaient qui venaient très souvent d'ailleurs d'Alger, qui était un fortin, un bastion de piraterie et justement d'esclavagisme et de traite, et il y avait des razzias où on prenait les femmes, les hommes, etc., et on les amenait là-bas. Donc l'esclavage, et malheureusement, vous savez, on a la chance de vivre dans une époque où, dans nos pays, les gens sont bien traités, mais il faut se replacer dans le contexte de ces siècles qui étaient très durs, où la personne humaine avait beaucoup moins de valeur qu'elle n'en a aujourd'hui. Et je ne parle même pas évidemment de l'époque antique, où c'était de tradition, à l'issue d'une guerre, de faire des esclaves, et voilà, de les faire défiler à Rome, par exemple. Vercingétorix a défilé comme un trophée de guerre, et il y avait des milliers d'esclaves gaulois qui défilaient parce que c'était le tribut de la victoire, si vous voulez. Il faut en profiter pour rappeler le rôle bienfaisant de l'Église dans ce domaine. C'est quand même largement, parce que mais ça, alors là, vraiment, Thibault, vous savez que quand Constantin s'est converti donc au christianisme, plusieurs propriétaires d'esclaves, et non des moindres, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui avaient des milliers d'esclaves sur leur coupe, les ont immédiatement affranchis. Parce que la parole du Christ ne correspondait plus et a vraiment changé les mentalités à ce niveau. D'ailleurs, on peut parler d'une forme de révolution dans le sens véritablement du respect de l'être humain, parce que l'humain est l'incarnation de Dieu et ne doit pas être traité comme ça. À l'image de Dieu, en tout cas. Voilà. Oui, donc un lent travail de l'Église. Alors, il ne nous reste que 2 minutes à peine, malheureusement. Arnaud Raffard de Brienne, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question? Je voudrais juste très brièvement une anecdote sur le terme d'esclave, une anecdote qui ferait bondir tous les militants de la cause esclavagiste, qui demandent des indemnisations et qui défilent dans les rues. Ils se souviennent simplement que même le terme esclave vient du latin sclavus, qui veut dire slave, souvenir des millions de Slaves autour des Balkans déportés, notamment par l'Empire ottoman. Donc c'est vrai que l'ironie du sort fait que même le mot est connoté par l'esclavage blanc. Donc c'est peut-être le mot de la fin sur le sujet. Je pense que c'est vraiment un prélude à tous ceux qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Oui. Et voilà. Très bien. Merci Arnaud Raffard de Brienne. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 3 petits ouvrages de réinformation. Et ce soir, il était surtout question de celui qui s'intitule « La désinformation autour de l'esclavage » aux éditions Atelier Folfer, environ 100 pages, une très bonne synthèse qui aborde tous les mensonges et aussi les mensonges par omission. Voilà, on peut le trouver dans les bonnes librairies de chez nous. Je sais qu'il y en a un petit stock à la librairie française. Voilà, il y avait aussi avec nous Olivier Piaçantini. Merci Thibault et bonsoir à tous. Et le frère Thierry. Merci frère. À bientôt, messieurs. À très bientôt.